Salut les Hauts-de-France, ravi de vous retrouver sur WEO. Nous sommes à Neuville-sous-Montreuil, nous sommes dans le Pas-de-Calais et j'ai le plaisir de vous faire découvrir un joyau architectural. C'est un lieu chargé d'histoire, un lieu qui a une âme, c'est la Chartreuse de Neuville, un lieu qui a bien failli disparaître. Aujourd'hui, il est en pleine renaissance. Sachez d'ailleurs que c'est l'un des plus grands chantiers monuments historiques de France, derrière bien sûr Notre-Dame. Pour découvrir ce joyau, je rejoins de ce pas Alexia Noyon de l'association La Chartreuse de Neuville. Bonjour Alexia. Bonjour Guillaume, c'est un plaisir de vous revoir. Bah oui, merci de nous accueillir, c'est très très chouette. Alors c'est immense, je crois qu'il y a 18 000 mètres carrés, donc on va découvrir énormément de choses et surtout d'un lieu, c'est vrai, qui a failli disparaître et là qui est en pleine renaissance, un chantier immense. On commence la visite ? Avec plaisir. Après vous Alexia. Merci Guillaume. Allez, venez. Tiens Guillaume, oui, il y a deux choses ici là sur ce fronton. Tu vois, au-dessus, paraît-il que c'est assez rare, c'est une représentation de la Sainte Trinité. De façon très simple en fait. Dieu est le Fils, le Père et l'Esprit, mais le Père n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit, et l'Esprit n'est pas le Père. Pater, Filius, Spiritus, d'accord. Et en fait c'est assez rare apparemment de l'avoir représenté comme ça, et c'est très clair. Et surtout en dessous, avant qu'on prolonge et qu'on entre dans l'église, fais attention parce qu'il est quand même marqué « Terribilis est locusiste », ce lieu est terrible. Mais bon, au sens puissant. Ah, vous m'avez fait peur Alexia. Allons-y. Bon bah Alexia, c'est déjà impressionnant. Je disais que c'était un lieu chargé d'âme. C'est magnifique. On est où exactement? Puis ça nous permettra peut-être déjà de... quelle est l'histoire de cette Chartreuse, hein? Tout à fait. Alors là, on est dans la grande chapelle ou l'église. D'accord. C'est peut-être un des lieux qui a été le mieux conservé. On a surtout refait les vitraux ici. Alors la Chartreuse Notre-Dame-des-Prés de Neuville-sous-Montreuil, maintenant on l'appelle Chartreuse de Neuville, mais c'est Notre-Dame-des-Prés. Elle a été fondée au XIVe siècle, en 1324, par le comte Robert VII de Boulogne. Ici, on n'était pas encore en France, on était en Flandre. Et à ce moment-là, elle était beaucoup plus petite en fait. Elle était sur une inscription beaucoup plus petite et elle a subsisté avec des chartreux jusqu'à la Révolution française. Oui, c'est ça. Donc, ils ont été chassés. Alors, ils ont été une première fois effectivement chassés. Donc, l'État est redevenu propriétaire, a vendu à une famille noble du territoire qui s'en est servi de carrière de pierre. Ah bon, d'accord. Donc, après 1789, en fait, cette chartreuse elle a été démontée pierre par pierre. Il ne subsistait quasiment rien. Ah oui, donc elle a été reconstruite ensuite au 19e siècle peut-être. Exactement. En fait, vers 1873, l'ordre des Chartreux, qui était alors à son apogée en Europe, assez puissant, a voulu racheter le site. La famille était ravie puisqu'il n'y avait plus de pierre, ou quasiment plus. Et ensuite a reconstruit cette Chartreuse sur les bases de la première Chartreuse, mais 2 fois plus grande. Donc on est ici dans, a priori, le plus grand monastère chartreux de France, qui fait 18 000 mètres carrés de bâti sur 12 hectares clos de mur. Et cette reconstruction a été confiée à un architecte du territoire, d'Edin, qui s'appelle Clovis Normand. Et 2 chartreuses ont été confiées à Clovis Normand, celle-ci et une autre près de Brighton, en Angleterre. Alors Alexia, vous nous le direz, parce qu'on va découvrir bien sûr cette chartreuse de Neuville. Les dernières résidentes, c'était vers 2004, les Sœurs de Bethléem. Et ensuite, le lieu, pour de multiples raisons, est abandonné. C'est en 2008 que l'association La Chartreuse va décider de vouloir sauvegarder ce patrimoine qui a failli totalement disparaître. Les travaux ont commencé en 2016, on y reviendra également, et de nombreux lieux sont à découvrir. Je pense qu'on va peut-être aller avec vous, c'est la chapelle... On va peut-être aller voir la chapelle des familles. Écoutez, c'est parti. Voilà, allez. Merci.
Donc voilà la fameuse chapelle des familles, c'est ça? Oui, la fameuse chapelle des familles où franchement, s'il y a bien fait partie des 2-3 endroits qui, si on n'était pas intervenu, seraient par terre, quoi. Ah oui, le lieu aurait disparu. Complètement. On va aller voir tout à l'heure, mais ici, il faut savoir que 80% des pierres et des charpentes ont été changées sans que ça s'écroule. 80%, c'est immense. Ouais, donc c'est vraiment un travail colossal et d'orfèvre. D'ailleurs, lors des réunions de chantier, on a l'impression qu'ils jouaient au Mikado entre le tailleur de pierre et le charpentier. Tu fais ça, je fais ça, pour pas que ça s'écroule. Et voilà, c'est un travail magnifique. Alors on va passer par les petites chapelles que je vous avais cachées parce qu'elles sont ravissantes et c'est celles-ci qu'on a sauvées en fait. Alors justement, j'aime bien aussi les petits coins un petit peu cachés, un peu insolites. Voilà. Allez, tirez bien. Voilà, parce qu'on ira voir tout à l'heure, mais là on est sur l'angle de la chapelle des familles. D'accord. Et on va voir à l'extérieur que toutes les pierres ont été démontées. Toutes les pierres. Et quasiment toutes. Et donc le grand art de ces artisans compagnons, c'est qu'il fallait absolument pas que ça s'écroule. C'est merveilleux, c'est magnifique. Cette chapelle Saint-Louis, elle est superbe. Et donc le chef de chantier, dans ces cas-là, vous faites un étaiement, mais un étaiement qui se fait au millimètre près. Il y a 2 chapelles comme ça, superposées. Et là, c'est un travail d'orfèvre. C'est un travail d'orfèvre. C'est millimétré. Sinon, à chaque instant, ça peut s'écrouler. Quand on voit tout le travail, on va continuer bien sûr à découvrir. On va rencontrer aussi des spécialistes du bâtiment. Il n'y a pas des moments de découragement parce que c'est tellement immense. Parfois, ça doit être quand même difficile, mais on voit qu'il y a une telle passion que vous déplacez les montagnes, enfin toute l'équipe. Oui, toute l'équipe. Franchement, j'ai une équipe fabuleuse, bénévoles et salariés. Les salariés sont quasiment demi-bénévoles, on va dire. En tout cas, les bénévoles et salariés, les administrateurs, c'est vraiment, un engagement passion. Mais c'est quand même quelque chose qu'on voit se transformer au fur et à mesure. Donc, c'est à chaque fois une petite victoire. Et il y a eu même un moment où, je crois que je m'étais jamais rendu compte. Et il y a 2 ans, je suis montée tout en haut des échafaudages du clocher de l'horloge et j'ai quasiment eu un moment de malaise parce que j'ai regardé, je me dis ah ouais, en fait c'est tout ça et je suis responsable de ça. Ah ouais, j'avais pas réalisé parce que justement c'est plutôt on s'attaque petit à petit, pièce par pièce. Parce qu'on cherche des financements à chaque fois qu'on additionne. En tout cas, félicitations, ce n'est pas terminé, mais ça a déjà très très bien avancé. C'est un lieu, c'est du patrimoine vivant. Tiens Guillaume, il y a peut-être quelque chose d'important à te montrer. Donc Saint-Bruno, c'est celui qui a fondé l'ordre des Chartreux, il cherchait un endroit désert. Et quand il est arrivé dans le massif de la Grande Chartreuse, l'évêque de l'époque de Grenoble lui avait confié, il s'est écrié « Ô Bonitas », ce qui veut dire « Ô bonté ». Ô bonté. Et c'est un phylactère qu'on retrouve quasiment sur toutes les entrées des Chartreuses. Je préfère ça à Terribilis. C'est clair, mais bon, c'était puissant, mais ô bonté. Ô bonté, déjà pour entrer, c'est agréable, c'est accueillant. Et puis au-dessus, tu vois au-dessus, ça c'est très important aussi, c'est la devise des Chartreux. Donc c'est un globe crucifère, donc la terre surmontée d'une croix, et puis 7 étoiles au-dessus. Oui, on voit les étoiles effectivement. Voilà, et ça c'est Saint-Bruno et ses 6 premiers compagnons qui ont démarré l'ordre des Chartreux dans le massif de la Grande Chartreuse. Et en dessous, il y a une phrase aussi en latin, Stat crux volvitur orbis. Tu as fait du latin ou Oui, mais alors une année. Une année, ok. Moi j'ai fait du grec, mais depuis j'ai appris. Et donc ça veut dire le monde change, le monde tourne, volvir, le monde change, mais la croix demeure. C'est intéressant parce que les Chartreux en fait sont un ordre qui paraît fermé au premier abord, mais en fait qui est très ouvert d'esprit. Du temps de Galilée, etc., ça leur posait aucun problème. Ils disent ok, le monde change, la science nous apprend ça. Peu importe, nous on sait où on va et nous notre voie c'est la croix, c'est le Christ. Donc c'est donc un ordre qui s'est adapté au changement du monde, mais qui sait garder son cap. Et qui reste à la fois. Voilà. Et finalement chacun dans notre vie c'est important. Qu'est-ce qui est important pour nous, vers quoi je veux aller, et le reste après c'est normal que ça change et qu'on s'adapte. Voilà encore une anecdote passionnante et on comprend mieux un peu ce que vous voulez faire passer l'ordre des Chartreux. Allons-y Alexia, c'est reparti.
là, tu vois, Guillaume, ils étaient déjà au circuit très très court. Ah oui, Parce expliquez-moi. qu'en fait, toutes les pierres qui ont servi à reconstruire la Chartreuse en 1875 proviennent de ce souterrain. De ce souterrain. C'est-à-dire que toute la colline là, c'est un gruyère. Et aujourd'hui, donc toutes ces pierres ont été extraites d'ici pour servir la construction juste à côté. Et c'est un souterrain qui est long? Alors, qui est assez long. Moi, au début, j'y allais, mais maintenant, il y a pas mal d'endroits éboulés. Je pense que c'est un peu dangereux. Bon, mais il y a des salles. Ça a servi aussi pendant la Seconde Guerre mondiale d'abri pour toutes les personnes qui étaient ici. Et aujourd'hui, ça abrite les chauves-souris. Aujourd'hui, ça abrite les chauves-souris. On a des chauves-souris très rares. Donc, c'est d'ailleurs les premières qui ont eu le droit au financement pour leurs travaux. Bah, dis donc. Et elles sont protégées. Et on ne désespère pas un jour de pouvoir faire des visites des souterrains tout en faisant attention aux chauves-souris. On a une collaboration assez chouette avec le centre. C'est parfait. Si on peut sauvegarder le patrimoine et préserver la biodiversité, on est bien, la Chartreuse, on est bien. Allez, on continue. Tiens, Laetitia, j'ai l'impression que ce chantier, il y a toujours quelque chose à faire, c'est tellement impressionnant. Rappelons-le, vous avez commencé en 2016. Tiens, nouvel échafaudage, il y en a d'autres, hein, bien sûr. Des traces un peu de moisissure. À chaque fois qu'on restaure quelque chose, on retrouve d'autres choses aussi à restaurer. Ça ne s'arrête jamais. Oui, et il faut reconnaître que sur un bâtiment qui a été finalement à l'abandon, grosso modo quand même 30 ans, et qui était avec de la mérule, des champignons, etc., malheureusement, souvent, c'est des mauvaises surprises. Parfois, on en a des bonnes, mais en général, c'est plutôt de mauvaises. Et ici, il y avait une énorme rajoute, mais qui ne se voyait pas, et qui ont laissé infiltrer 2 fois plus l'eau. Donc ça, c'est un des derniers gros surcoûts. On voit l'humidité, donc c'est la moisissure, c'est ce verre. On voit en fait. Ouais. En plus, c'est une pierre en fait qui absorbe. C'est un peu, c'est comme une éponge, donc malheureusement, ça absorbe l'humidité. C'est une pierre crayeuse, et je pourrais peut-être vous expliquer après tout le problème. On regardera avec les gouttières, mais tout ce qui s'est passé justement pour que ce bâtiment se délite. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Allez, on continue. Alors là, on va vers la bibliothèque, c'est ça? Oui, tout à fait. Allez, on va monter un petit peu. On y va. C'est ça, c'est 18 000 mètres carrés en tout. Hein. Oui, tout à fait. Ah, c'est immense, immense, immense. C'est sportif, hein? Ah oui, notre responsable des jardins et notre régisseur, ils font entre 16 à 23 km par jour. 16 à 23 km par jour? Ouais. Ah oui. Tiens, on va aller à la bibliothèque. Bonjour, bonjour. Ah, c'est chouette, hein, quand on voit les visiteurs, c'est que malgré que ce soit en chantier, on peut profiter effectivement des lieux. Bonne visite. Merci. Bonne visite, merci. Nous, on a toujours ouvert les lieux parce que, comme on est une association, on n'est pas principalement financé par des subventions publiques, une part, mais minoritaire. Et donc, pour vivre, c'est aussi indispensable. Et donc, on a toujours ouvert depuis le début de notre projet le lieu au public, en négociant toutes les autorisations, avec bien sûr les échelles de sécurité autorisées. C'est chouette, parce que ça permet aussi de voir si l'avancée des travaux, de partager avec vous aussi l'histoire des lieux, mais aussi l'histoire prochaine, en fait, de la Chartreuse. Donc ici, nous sommes, alors là, boiserie, marqueterie, encore une autre ambiance là. Hein. Encore une autre ambiance, la magnifique bibliothèque de la Chartreuse. Là, on protège encore un peu le parquet parce qu'il y a beaucoup de poussière. Le parquet vient d'être fait, tout le sol, et ainsi que tous les vitraux qui étaient très abîmés. Et il faut s'imaginer ici qu'il y avait 14 000 livres. Mais c'est vraiment énorme. Et qui étaient aussi à l'intérieur, parce qu'en fait, vous n'aviez que 2 moines ici, puisque les pères ne sortent pas de leur ermitage. On verra ça tout à l'heure. Oui, donc 2 moines qui étaient chargés en fait des livres. Par exemple, ici, là, on va aller voir, tiens, justement, il y avait des livres par centaines, par milliers, c'est ça. Partout, donc ici, partout. Il faut s'imaginer. Oui. Partout, c'était rempli de livres partout, même au milieu. Hein. Alors par contre, du temps de l'hospice asile, plus récemment, c'était la salle de cinéma. Donc les personnes, les portraits là que vous continuez de voir, dont on a parlé tout à l'heure, tous les dimanches ici était projeté un film. Il y avait un trou quand on est arrivé là derrière, et puis de la chapelle des reliques qui est derrière, il y avait tout le matériel de cinéma. Le projecteur et... Voilà, c'était la salle de cinéma. Mais du temps des Chartreux, c'était le... En tout cas, c'est très chouette. Là aussi, notre atmosphère avec tout ce bois. Là aussi, un lieu chargé d'histoire avec en plus tous ces écrits. Et tous ces écrits maintenant sont en Angleterre. Alors, les livres sont tous en Angleterre ou à la Grande Chartreuse, ça on ne va pas les récupérer. Par contre, le matériel d'imprimerie avec les plaques, etc. aussi. Puis il y a encore une petite anecdote là, si on va dans cette petite pièce, je suis allé, on y va. Tout au fond là. Alors j'aime bien les petites histoires, les petites anecdotes.
Alors, dans la plupart des abbayes, ça s'appelle plutôt l'enfer, c'est-à-dire c'est l'endroit... Terribilis au début, maintenant l'enfer. Ah non, justement, dans la plupart des abbayes, ça s'appelle l'enfer, c'est là où on met les livres interdits. Mais chez les Chartreux, ça s'appelle le purgatoire. Pourquoi? Vous vous rappelez que je vous avais dit qu'ils étaient adaptables et qu'ils étaient ouverts? Eh bien, parce que peut-être qu'un jour, ces livres seront autorisés. Donc, ça s'appelle le purgatoire. Donc, il y a le purgatoire en disant, on attend qu'ils soient autorisés, voilà, mais ils n'étaient pas interdits, ce n'était pas l'enfer. Voilà. Soit ils resteront en enfer, mais ils n'y sont pas encore. Non, il n'y en a plus. On vient d'avoir un don, alors... Tout ce qui est don de très belles reliures, on est preneur. J'y ai cru. Et on est en train de faire un premier tri. Si des personnes ont des très belles reliures pour pouvoir remeubler un petit peu. Et repeupler quelque part. Repeupler la bibliothèque, mais avec des très belles reliures anciennes. Là, il y a quelques livres. Des reliures de ce type-là, des anciennes encyclopédies, au moins pour pouvoir remeubler toutes. Qu'on puisse se projeter à nouveau et comprendre vraiment ce lieu. Nous avions eu un tournage des petits meurtres d'Agatha Christie ici et le chef d'écho n'en pouvait plus de remonter les livres. Ils en avaient remis sur un tiers de la bibliothèque, il n'en pouvait plus. Donc, c'est chouette. Bon alors, Alexia, quittons le purgatoire. Alors le paradis, je ne sais pas où il est, mais bon. Là aussi encore un lieu magnifique, Alexia. Donc je crois qu'ici nous sommes à la salle du chapitre. Oui. Là aussi, magnifique travail de sauvegarde du patrimoine, parce que c'est un lieu aussi qui a beaucoup souffert des années. Et on peut peut-être en parler aussi, c'est de cette fameuse et détestable mérule. Oui, c'est vraiment la mérule. En fait, c'est un champignon qui se nourrit de bois, et qui ensuite va attaquer la pierre. Et va avec ses filaments, va trouer la pierre jusqu'à 1,60 m pour rechercher du bois derrière, puisqu'elle est xylophage. Donc elle se nourrit de bois. Et du coup, la mérule s'était installée ici depuis plusieurs années. Elle s'était fortement développée. Et pour traiter la mérule, il faut d'abord mettre hors d'eau, ce qu'on est en train de terminer, sauf sur la première façade sur laquelle on recherche encore des budgets. Et ensuite, il faut traiter l'intérieur, parce que si vous ne traitez pas l'intérieur, les bois qui sont contaminés et les pierres, eh bien en fait, ça se redéveloppe dans les charpentes neuves. De contamination, je crois qu'il y a plus de 25% des planchers qui ont dû être même brûlés. Exactement. Donc en fait, on a terminé. Cet hiver, on a à la fois terminé de mettre hors d'eau, donc hors d'eau, ça veut dire les charpentes, les couvertures, les menuiseries extérieures et les façades de tout le corps principal, sauf la première façade de l'entrée, sur laquelle on cherche encore des financements. Et en même temps, on a commencé tout de suite à traiter l'intérieur, c'est-à-dire qu'on a brûlé effectivement à peu près un quart des planchers de la Chartreuse, les remplacer, les solives, traiter la pierre partout. C'est des petits trous où on enfonce du produit tous les 20 cm sur une circonférence. Dès qu'on trouve une lamelle de champignon, c'est 1,60 m autour. Et ici, malheureusement, cette salle du chapitre, alors à la fois elle est redevenue très belle au niveau de ses voûtes, parce qu'ils ont été nettoyés, traités, etc. Mais on n'a pas réussi à sauver les stalles de la salle du chapitre. Les stalles, c'est... Alors c'est tous les sièges autour, là en bois, qui étaient magnifiques, qui venaient là vraiment au ras des piliers, qui étaient tous en bois avec les sièges. Donc, vous pouvez imaginer, c'est Alexia, qu'ici, en fait, les stalles, c'était ces énormes chaises en bois, c'est ça? Qui faisaient tout le tour. Qui faisaient tout le tour, en fait, de la pièce. Tout à fait. Et là, ça a disparu, on n'a pas pu le sauver. En fait, moi, quand je suis arrivée, on voyait qu'il y avait un peu de mérule derrière. Alors, la mérule est un champignon qui n'aime pas la lumière. Donc, dès que vous la voyez, ça veut dire que derrière, c'est l'enfer. Et on la voyait à peine. Et puis, au fur et à mesure des années, jusqu'à l'année dernière, j'ai vu tout le bas des stalles qui était complètement grignoté, qui tombait en poussière, il n'y avait plus de bas. Et puis, en fait, quand on a repris les travaux, là, en 2020, et même 2022, on nous a dit, c'est pas possible, on ne peut pas les sauver, quoi. Tout était pris. Donc, on a pris des photos. Et puis plus tard, on les refera faire dans le cadre de formation de jeunes à l'identique. Je pense que c'était vraiment très beau d'avoir ce bois. Mais pour l'instant, il valait mieux tout traiter et les brûler. Voilà. La guerre de la mérule. Voilà. On se redirige peut-être vers le petit jardin, le petit cloître, donc qui n'est pas visible aux visites pour l'instant, qui est un petit joyau parce qu'on peut découvrir les 3 clochers de la Chartreuse, les 2 clochers plus le porche de l'église plus précisément. On a un peu comme des petites souris voilà. là. Tout à fait. C'est interdit. Et puis on a aussi un peu, moi j'ai toujours cette image de plongée inversée dans l'architecture de la Chartreuse. Écoutez, hop, on y va. Allez, petites souris.
Bon, là aussi, on voit encore un nouvel aspect en fait de la Chartreuse avec ce petit jardin. On voit le travail de restauration, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Travail aussi au niveau de la toiture. Le nombre d'ardoises qui ont déjà été changées sur tout le site, je crois que c'est là aussi, c'est immense. Hein. Oui, en fait, c'est à peu près 400 000 ardoises. 400 000 ardoises qui ont été reposées. Oui, c'est vraiment énorme. Là, par exemple, ce petit cloître, vous voyez, on pensait devoir juste réviser la toiture et les charpentes. Ça, c'était le diagnostic de 2018. Et après, ça s'accélère, en fait. Plus vous avez des dommages, plus vous attendez, plus ça s'accélère. Donc là, on a dû tout refaire. Et peut-être aussi intéressant de voir, vous voyez, ces gouttières rouges là que vous voyez avec des liserèdes. C'est très joli esthétiquement, entre le gris et la pierre. Mais c'est aussi tout une des problématiques de la Chartreuse, parce que ce sont des gouttières en terre cuite, et avec le temps, elles sont devenues poreuses. Et c'est comme ça que l'eau s'est infiltrée dans les pierres, et ensuite a fait claquer toutes les pierres. Alors, l'architecte, il a tout à fait raison, l'architecte des bâtiments de France nous dit qu'il faut absolument garder ce petit liseré qui est très beau esthétiquement, de préserver un petit peu, voilà, l'historique, mais on a remis une feuille de plomb à l'intérieur. Alors, on va pas recommencer les mêmes problèmes. On a retenu un petit peu les erreurs du passé, quelque part. Donc c'est très joli, mais il fallait l'habiller d'une feuille de plomb. Et c'est un endroit, effectivement, où on voit le clocher de l'église et le clocher de l'horloge, sur lequel on a remis des horloges. Donc, clocher de l'église qui rythme les offices et clocher de l'horloge qui rythme les heures du ici et maintenant terrestre. Donc, c'est un endroit qui a énormément de charme. Ici, Alexia, magnifique perspective hein, avec le grand cloître, ces voûtes qui sont superbes. Je vous propose, Alexia, parce que vraiment c'est passionnant. Avant de continuer la visite, on va faire une petite pause de quelques instants. On se retrouve juste après. Je sais que vous avez encore de belles histoires à nous raconter. Parfait, merci Guillaume. Donc là, on voit bien qu'on est en plein chantier. Et donc là, on monte. On est justement... Ah bah tiens, j'entends du bruit, Alexia. Ce que je vais faire, c'est que je crois qu'il y a des charpentiers qui travaillent. Je vais leur dire un petit bonjour et je vous retrouve. Ça va? Oui, avec plaisir. Je crois que ça travaille. Ensuite, tu la poses ici, comme ça. On va faire chez vous. Voilà, c'est ça. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi. Eh ben dis donc, faut jouer les équilibristes, hein? Un petit peu, oui. Vous allez bien? Ça va bien et vous? Alors dites-moi où nous sommes, qu'est-ce que vous faites? Donc vous êtes charpentier, c'est ça? C'est ça. Et alors vous êtes là sur quel chantier? Bon, pour l'instant tout tient, hein, tout va bien. Oui, tout a été refait, donc ça tient. Quelle est l'idée ici? Donc en gros ici, tout le solivage, le plancher était en très mauvais état. Donc il y a des gens qui sont passés démolir tout ça, tout enlever. Et puis nous, on passe par la suite pour refaire les bandeaux et ensuite remettre les solives. Et là, par exemple, là, vous étiez en train de discuter quoi pour vérifier que donc pour vérifier qu'on était bien bon sur ce niveau-là. Donc en fait, il y a des bandeaux sur tout le tour à chaque fois. C'est surtout esthétique. Et voilà. Et puis là aussi, la porte sur laquelle vous êtes, elle est neuve. Alors j'ai appris quelque chose, c'est important, c'est que toutes les sociétés de restauration dans le bâtiment, tous les artisans, c'est de la région des Hauts-de-France. Donc ça, c'est quand même très très chouette. Votre entreprise s'appelle Bathé Charpente. Bathé Charpente. C'est vrai que pour vous, c'est comme une fierté de travailler sur un lieu historique.
Ouais, c'est clair. c'est quelque chose d'assez fort. C'est une partie du métier, c'est un petit plus, quoi. C'est original, et puis on est là pour rénover les choses historiques, quoi. C'est vrai que c'est une sorte aussi de responsabilité, parce que c'est un lieu chargé d'histoire. Hein. Oui, voilà. Bah, de toute façon, on le voit, toutes les décorations qu'il y a dans les couloirs du cloître, même ici, comment a été fait la charpente, tout ça, c'est très traditionnel. Donc nous, ça nous plaît, hein, c'est sûr. Puis de perpétuer un petit peu aussi le savoir-faire des anciens. On voit aussi comment parfois les anciens travaillaient, on découvre. C'est ça. Alors, je crois, moi j'adore le coloriage, alors c'est pas ça, mais je suis toujours très curieux et je vois qu'il y a des points bleus. Alors je vais aller les rejoindre, ces points bleus, parce que je suis toujours très curieux, hein, c'est le métier. Alors, il y a différents points bleus, alors en plus, étonnamment, à peu près à la même distance. Pourquoi ces points bleus? Donc en fait, derrière les points bleus, il y a des trous. Ah oui, d'accord, ici. Ce sont, dans notre entreprise, on a des personnes qui font du traitement. Et donc en fait, les murs, il y avait du mérule dedans. Donc ils sont venus sonder les murs et injecter un produit anti-mérule. Donc c'est pour ça qu'ils sont assez précis pour que le mur soit vraiment complètement traité. Ah oui, si j'ai bien compris, c'est que s'il n'y a pas de traitement, là c'est fini, tout s'effondre. Hein. C'est ça, le mérule, il va manger les joints de la brique. Et du coup, s'il n'y a plus de joints entre les briques, ça tombe, quoi. Ouais, dis donc, ce chantier vraiment colossal. En tout cas, félicitations pour tout ce que vous faites. Bonne Merci. Continuation, je ne vais pas vous retarder. Merci. Essayez de passer, voilà, tout va bien, Allez-y. regardez, sans aucun problème. Et puis, merci, bonne continuation en tout cas. Merci à vous aussi. Allez, au revoir. On est toujours là dans le chantier de restauration. Alors on va quitter un petit peu la charpente. Et tiens, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, ça va et vous? Alors on est où exactement ici? Qu'est-ce que vous faites? Alors à nouveau, j'ai bien compris, hein, il y a ces fameux points, vous avez fait une injection pour batailler contre la mérule. Donc C'est ça, c'est fait. traitement mérule. Mais vous continuez, tiens, je vois que vous avez ce qu'il faut là. Ah oui, effectivement. Alors dites-moi ce que vous faites exactement là. En fait, si vous faites une deuxième sécurité pour Ouais, protéger. alors il y a eu les traitements mérule qui ont été effectués dans les murs. Et en fait, nous, après, on vient déloger les anciens bois qui étaient encore dans les murs pour éviter que la mérule elle se repropage à l'intérieur. C'est une double sécurité, en fait. Et ensuite, après, on vient remaçonner des briques tout simplement pour fermer les trous et pour consolider la bâtisse. Alors votre entreprise, elle se situe où? Parce qu'on le rappelle, et ça c'est vraiment pour l'un des plus grands chantiers monuments historiques de France, après bien sûr Notre-Dame de Paris. C'est ça. Votre entreprise, comment elle s'appelle? Et ce qui est important de rappeler, c'est donc toutes les entreprises qui participent à la sauvegarde de ce magnifique patrimoine. Ce sont les entreprises de la région des Hauts-de-France. Alors vous vous situez où? Je crois que c'est sur le littoral. Non, c'est à Saint-Martin-et-Tatinghem, D'accord. à côté de Saint-Omer. Et alors c'est l'entreprise Chevalier Nord. Et alors quelle est votre spécificité? On est spécifié uniquement dans les monuments historiques, donc c'est tout ce qui est maçonnerie, taille et pose de pierre sur les monuments. Alors pour vous justement, dites-moi, de travailler ici, c'est un site chargé d'histoire, on l'a découvert là depuis le début de la visite avec Alexia, il y a une responsabilité pas un peu plus supplémentaire, en tout cas c'est une belle expérience pour vous. Oui, on va dire que c'est assez gratifiant déjà de travailler sur des monuments tels que la Chartreuse, ou aussi plein d'autres monuments sur lesquels on travaille tout le temps au cours de l'année avec toute l'entreprise. En tout cas, voilà, on sent qu'il y a une responsabilité, parce qu'il y a quelques années ici, hein, il y a des siècles qui nous contemplent quelque part. C'est ça, une grande histoire. Très bien, merci. Bonne continuation. Je vais vous laisser, pas laisser le temps de sécher. Hein, non. Bon, non, je vous laisse. Sûr. Merci, Okay, merci, bonne continuation. Bonne journée, au revoir. Entre nous, passionnant, mais j'ai perdu Alexia, je vais essayer de la retrouver pour qu'on aille dans les ermitages. Je vous ai dit, hein, ces gens ici. Allez, on va essayer de retrouver Alexia, c'est parti. Ah, Alexia. Bon, oui, ça va, je vous ai retrouvé. C'est vrai qu'on l'a dit, hein, c'est immense, hein, 18 000 mètres carrés à rénover. On a parlé des Chartreux, de l'Ermitage. Alors, tiens, vous êtes où? Je vois une lettre. Expliquez-moi. Alors, on est justement dans un ermitage. Pour l'instant, tout ce qu'on a vu, c'est uniquement construit pour permettre la vie dans cet ermitage. Ah oui. Donc, finalement, parce qu'en fait, le principe d'un père chartreux, c'est qu'il puisse faire silence, on puisse lui faire silence autour de lui, pour qu'ensuite, son travail à lui, c'est de faire silence en lui, c'est-à-dire d'effacer son ego pour faire rentrer Dieu. Et donc là, on va rentrer dans ce qu'on appelle le désert d'un père chartreux. Mais vous allez voir, on entend le silence ici. C'est ce qui a été fabriqué avant.
plus le décharger de toute contingence matérielle. Donc vous voyez ici, vous avez une petite... Oui, elle m'intrigue, cette petite Voilà. trappe. Et en fait, le père Chartreux, personne... Voilà. Bonjour Guillaume. Eh bien, on imagine que Guillaume est un père Chartreux et que moi, je suis un frère hôtelier. Donc, je vais lui apporter ses repas ici. Bah, j'ai faim, ça tombe bien. Mais pas de vis-à-vis, puisque le père est face à lui. Donc, je dépose et ensuite, le père Guillaume va ouvrir et reprendre son repas. S'il a besoin d'un livre, il fera la même chose. Il mettra un petit papier, il agitera une cloche et le frère hôtelier lui ramènera un livre de la bibliothèque pour lui déposer. C'est vraiment, tout passe par là, y compris le bois pour se chauffer. Donc il y a un profond respect de l'intimité du père Chartreux, parce que finalement, chez les Chartreux d'ailleurs, il n'y a pas de règles, il y a des coutumes. On vous conseille d'eux. Ensuite, il y a du libre arbitre du père Chartreux qui est dans son désert et qui là va travailler à effacer donc son ego et à faire silence en lui. Alors, Alex, il y a 24 ermitages, ils sont en cours bien sûr de restauration, et celui-ci, là, c'est pratiquement terminé, c'est terminé. Alors, ça, c'est de l'ermitage. Alors, tous les autres ermitages, du temps de l'hospice asile, moi, quand je suis arrivée, c'était des chambres d'hôpital. Donc, oui, c'était effectivement, il faut carrelage, lino, enfin, ça n'avait plus rien. Effectivement. Et ce qui est assez incroyable, c'est que tous les résidents depuis 1901, donc on avait des personnes, d'ailleurs, même des époques assez anticléricales, ils ont voulu absolument conserver un ermitage avec le mobilier d'un Chartreux pour être le témoin du passé. Ça, c'est un super cadeau parce qu'on est un des rares monastères chartreux en France où il n'y a plus de moines et où on peut voir tous les espaces dévolus aux pères et aux frères chartreux. Alors dites-moi, Alexia, ce que je vois, c'est qu'ils étaient un peu seuls, hein, c'est quand même beaucoup de solitude, mais ils avaient quand même une ouverture. Chacun avait son petit jardin. Alors oui, parce qu'en fait, donc là, on est dans l'ermitage du père Chartreux et ici, tout est en fait on va dire que c'est un petit peu une boîte à outils pour creuser sa foi. Donc, il a forcément un contact avec la création de Dieu, qui est la terre. Donc le jardin. La terre qui est important, voilà. Le jardin. Il n'y a pas de jardin typique d'un père chartreux, puisque ça n'a pas du tout une vocation productive ou nourricière. Ça, ce sont les frères. Hein. Les chartreux, vous avez deux communautés ensemble, les pères et les frères. Les frères vont habiter à l'avant, dans la cour d'honneur, et c'est une vocation de service. Donc, ils vont vraiment décharger de toute contingence matérielle le père. Et eux vont aller cultiver les légumes dans le jardin qu'on va voir tout à l'heure. Les pères, eux, ils sont vraiment une vocation érémétique, donc d'ermite quasiment. C'est plus de nourrir l'esprit. Là. Ça, c'est vraiment nourrir l'esprit, creuser sa foi, mais ça passe aussi par les mains. Chez les Chartreux, la tête et les mains, c'est très relié. Donc vous avez le travail de la terre, qui est la création de Dieu. Vous avez un petit promenoir pour pouvoir faire des oraisons en vous promenant. Et ici, en bas, vous avez ce qu'on appelle le laboratoire du père Chartreux, le bûcher, où il va couper ses bûches pour se chauffer, et le laboratoire. Et c'est quoi le laboratoire du père Chartreux? C'est qu'on lui conseille d'avoir une activité manuelle. Ça peut être de la sculpture, ça peut être de la peinture, de l'enluminure. Ça n'a pas vocation à servir derrière, uniquement à creuser sa foi intérieure. Et puis après, on va aller là tout à l'heure, mais on arrive à l'étage supérieur, qui est donc l'étage plus spirituel, où il y aura le cubiculum et l'Ave Maria. Mais on a toujours cette alliance des deux. En tout cas, là, on comprend mieux un petit peu ce qu'était la vie d'un Chartreux ici, avec cet ermitage qui est magnifiquement sauvegardé et préservé. Et puis voilà, se nourrir de la terre, là aussi, c'est une belle image. Une belle image. Allez, je vous suis, Alexia. Je ne voudrais pas vous perdre une deuxième fois, si vous voulez. Alors voilà, donc là, on arrive à l'étage spirituel. Et les Chartreux, pour vraiment faire la différence entre les deux, vont toujours avoir un temps de pause, un peu comme un sas, avant de pénétrer dans le cubiculum. Et là, ils vont faire une prière à la Vierge Marie. Donc, l'un de mes collaborateurs disait toujours que c'était un peu comme un spériluve. Vous savez, le pédiluve à la piscine. Oui, voilà, effectivement. On enlève les dernières scories. Effectivement. Eh bien là, c'est le spériluve. On prend le temps de faire une prière à la Vierge. Et pour se poser, puisqu'on revient de tout ce qui est terrestre, de tout ce qui est matériel, le jardin, l'activité physique, pour s'élever et pour se concentrer, pour aller dans la partie spirituelle. Nous allons y aller, mais on vous a dit cubiculum, ça veut dire quoi exactement? Je ne sais pas. Ah, ça tombe. Vous avez réussi à me poser une colle. Il faudrait que je me documente. C'est vrai qu'on ne s'est jamais posé la question. Alors, cubiculum, c'est vraiment l'espace où le père Chartreux vit la plupart du temps. Donc, vous avez un prie-dieu avec le luxe du père Chartreux, puisque toute la chartreuse qu'on a vue jusqu'à présent n'est pas chauffée. Donc ici, il a un poêle. Et vous voyez là, il y a un petit tiroir, ici. Et ce petit tiroir, eh bien, il y mettait une brique réfractaire qui était bien chaude, qu'il mettait dans ce petit tiroir. Et ça lui permettait de ne pas abîmer ses articulations quand il priait. Très bien. Voilà. Dis donc, il y avait déjà petit détail. Petites belles astuces. C'est pratique. Et puis ensuite, vous avez donc sa garde-robe, puis son lit.
Et puis aussi la table où il écrit, où il mange, où il médite. Donc le père Chartreux passe beaucoup de temps dans ce cubiculum. Et vous pouvez voir aussi qu'il n'a absolument aucun vis-à-vis. C'est-à-dire qu'il ne voit pas ses voisins, c'est même pas mitoyen d'ailleurs, on le verra, et il est vraiment dans son monde. Alors, il est dans son monde, il est seul, il y a comme toujours une ouverture comme à l'extérieur sur son vis-à-vis. C'est toujours ça. Alors en fait, c'est vraiment un besoin comme aussi. Voilà, c'est le principe. Donc Saint Bruno qui a fondé l'ordre des Chartreux était parti pour une grande carrière dans l'Église. Hein, ça, il avançait bien, mais il s'y retrouvait plus. Donc il sentait que pour rejoindre Dieu, il avait besoin d'être seul face à Dieu pour trouver plus ardemment, plus violemment Dieu. Mais en même temps, il s'est aperçu que la plupart des ermites devenaient fous parce que l'homme a besoin d'un minimum de communication. Donc c'est ça la naissance de l'ordre des Chartreux. Au départ, il part avec ses 6 compagnons. Après, ils se font décharger des tâches matérielles par les frères parce que sinon, ça les occupait, ça les empêchait de se concentrer sur le silence. Mais ils ont quelques temps de connexion. Donc c'est quoi le rythme d'un père Chartreux? Il est dans son ermitage. Sur les 5 offices de la journée, il y en a 3 où il va aller les faire à l'église. Donc ça va être la première messe du jour. Donc c'est avant même les laudes, ça s'appelle les matines. C'est à minuit et demi, ça dure 2h30. Donc il sort d'ici à minuit et demi, il va dans l'église. Ah oui, effectivement. C'est des offices très chantés. Et uniquement a cappella, sans instrument de musique. Il revient ici 2h30 plus tard, vers 3h du matin. Et ensuite, il va pouvoir avoir les laudes dans son ermitage. Puis il va y avoir la messe où il va retourner à l'église. Et en fin de journée, également pour les vêpres ou les complis, il va à l'église. Le reste, il les fait ici. Ensuite, il aura un autre temps d'échange. Là, c'est pas vraiment l'échange, mais c'est au moins la communion chantée, on va dire. Il aura un autre temps où ils sont ensemble. C'est une fois par semaine à la salle du chapitre. Là, ils vont écouter les nouvelles du monde. On va leur donner les nouvelles du monde et ils vont aussi pouvoir déposer la parole. Et ensuite, ils vont avoir un autre temps, c'est le dimanche midi, où ils vont aller dans le réfectoire des pères et manger en silence tout en écoutant la parole. Vous me direz, oui, mais pendant ce temps-là, ils n'ont toujours pas échangé. Bah, c'est très clair. Et voilà, il reste un moment qui est crucial chez les Chartreux. Ça s'appelle le spasiement. Donc, c'est une grande promenade où ils sortent de la Chartreuse et ils se promènent dans le territoire pendant 4 ou 5 heures. C'est en général le lundi après-midi. Et là, ils échangent 2 par 2. Donc, c'est des échanges très profonds. Et en même temps, ils voient les changements du monde. Alors, ils ne communiquent pas avec les personnes extérieures, mais ils voient ce qui bouge, ce qui change. Et en même temps, ils échangent 2 par 2. Donc, vous imaginez, je pense que chaque semaine, on fait attention à ce qu'on dit. Je ne pense pas que j'étais faite pour être chartreuse. Moi non plus, j'ai presque envie que nous sortions, en tout cas, c'est passionnant de découvrir un petit peu leur vie. Puis là, on est vraiment dans ce lieu chargé d'histoire, un lieu en plus là qui a une âme, du patrimoine, un chantier titanesque, mais aussi un patrimoine aussi au niveau de la biodiversité, de la flore, il y a aussi des arbres. Je crois qu'il y a un tilleul, qui a une très belle histoire. On n'est pas loin? On n'est pas loin du tout. C'était un des endroits pour moi les plus merveilleux de la Chartreuse. Allez, on va aller découvrir le tilleul. Alors là, Alexia, si j'ai bien compris, nous sommes au préau du Grand Cloître. Alors là, ce tilleul, il est immense. Je ne sais pas quel âge il a, mais... Alors c'est incroyable en fait, parce qu'il a été planté donc, par les personnes de l'Hospice Asile pour commémorer la Révolution française donc en 1989. Vous imaginez la taille majestueuse. Il est magnifique. Hein. Ouais, c'est superbe. En fait, ici, on se situe dans le préau. Alors, ce n'est pas le préau d'une école. C'est le pré plus loin, H-A-U-T. Ah, d'accord, voilà. Préau. Préau, parce qu'en fait, les pères Chartreux ne venaient jamais ici, puisqu'ils restent dans leur ermitage. Et ici, c'était les frères, donc les manuels de l'ordre qui habitent à l'avant et qui s'occupent de toutes les tâches matérielles. Ici, c'était le verger. Justement parce que les arbres étaient protégés du vent. Oui, effectivement. Il y a la blancheur de la pierre qui fait mûrir les fruits. Qui renvoie en fait la lumière. Voilà. Donc en fait, c'était très réfléchi. J'avoue aussi que c'est un endroit aussi presque de recueillement. Ce sont à la fois protégés. Enfin, il y a quelque chose qui se dégage. Sincèrement, il y a une atmosphère. Je ne sais pas si pour vous c'est la même chose, Alexia, mais... Moi, c'est un des endroits les plus marquants de la Chartreuse. Je dis toujours, on entend le silence ici. Et on peut parfois faire des ateliers avec des enfants de maternelle et ils comprennent. Donc ils se taisent, ils sont comme happés par ce lieu et par ce silence. Oui, c'est vraiment un des plus beaux endroits et vous allez voir, c'est très en synergie avec le rôle actuel que nous avons donné à la Chartreuse de Neuville. Vous nous avez dit, hein, Alexia, c'est vrai que lorsqu'on a pu découvrir un peu la vie de ces moines avec les ermitages, il y a les frères
et les pères. Les pères sont dans les ermitages et les frères, notamment aussi, il faut bien se nourrir, mais aussi se soigner. Et je crois qu'il y a un jardin magnifique et qui est bien à la responsabilité, je crois, de Baptiste. Baptiste. On va aller voir frère Baptiste. Je ne sais Allez. pas s'il aimerait bien quand je dis ça. On va voir frère Baptiste, c'est parti. Bon, en tout cas, Alexia, merci pour cette visite passionnante. Alors, on va quitter un peu les pierres parce que là, je vois un jardin magnifique, mais parler, je crois, de Baptiste, qui est le responsable des jardiniers. Oui, Baptiste qui est là depuis 6 ans, qui fait des merveilles. Bon, des merveilles. On va essayer de le trouver. Je crois que j'entends un petit peu de bruit. Ah, bah tiens. Voilà. Ah, magnifique. Baptiste. Chouette, hein. Oui, Ah, Baptiste. On cherche un Baptiste. oui c'est bien moi. Bonjour. Bonjour Baptiste, comment ça va? Très bien, enchanté. Bonjour. Guillaume, écoutez, on est un petit peu chez vous là, donc vous êtes responsable de ces jardins. Tout à fait. Vous faites quoi là exactement? Et là, j'étais en train de faire un petit point sur la maturité des courges qui arrivent tout doucement à maturité pour le Ah, coup. puis vous êtes aidé par des jardiniers là. Et effectivement, on a nos petits mangeurs de limaces qui œuvrent toute l'année dans les jardins de la Chartreuse. Les petits canards coureurs indiens. Ah, mangeur de limaces, ça c'est bien, au lieu d'avoir des intrants, au moins voilà, c'est... Et donc ils ont leur Exactement. utilité. C'est l'idée, c'est qu'ils transforment les limaces en engrais dans tout le potager de la Chartreuse qu'ils trouvent ici. Et qu'il y a donc une des vocations qui est représentée là, c'est le rôle nourricier du jardin du monastère. Et qui, comme toutes les parcelles un peu du jardin et les projets, sont là est là pour mettre en avant un petit projet de recherche. Chaque parcelle a comment dire, j'ai du mal. Mais en tout cas, chaque parcelle ici... Tiens, j'avais envie déjà d'entrer un peu, je suis curieux, excusez-moi, je suis grand, mais... Allez-y. Indiana Jones. Qu'est-ce que vous avez fait ici? Alors effectivement, parce que là, on est vraiment dans un univers... Donc là, en plus, ça va être la période, les cucurbitacées, c'est ça? Et donc la nature va nous offrir des courges pour préparer l'hiver. Ça, c'est une chose qu'on essaye de rappeler au maximum. Et l'idée, c'est qu'ici, on va mettre un gros paillage à l'automne de l'année précédente pour nourrir le sol au maximum et faire courir des courges là-dessus le temps que ça se décompose. Donc là, l'idée, c'est de faire des fruits, de faire plaisir aux visiteurs, que ce soit pour le goût et pour les yeux, et en même temps de préparer le sol pour l'année prochaine, pour d'autres légumes un peu plus compliqués, un peu plus en tout cas, gourmands. de faire tourner en fait les cultures et puis Exactement. continuer à nourrir le sol et préserver l'humidité. En tout cas, c'est magnifique. C'est vrai qu'il y a les vertus potagères, ce qu'il fallait bien nourrir les moines, mais aussi se soigner. Je crois aussi qu'il y a des plantes médicinales. Ouais, on va tout peut-être à fait. sortir, Baptiste. Je vous suis, allez-y. Non, c'est après vous, c'est vous le maître des lieux. Et puis alors, quel travail! Donc là, le potager, il rappelle bien le rôle nourricier et aussi un projet conservatoire d'ampleur internationale, c'est le projet conservatoire Vavilov. Donc là, l'idée pour Vavilov, je crois, c'est préserver la biodiversité et garder le maximum de variétés nourricières. Exactement, les variétés anciennes. Et en fait, l'idée, c'est d'amener dans la tête des visiteurs les enjeux sur la biodiversité des plantes cultivées. Les plantes sauvages font partie des enjeux mondiaux, mais la biodiversité alimentaire est quelque chose d'important, qui est mal connu. Et donc là, on a un petit trésor de graines qui viennent de Sibérie, de Russie, un peu du monde entier, pour présenter aux visiteurs la diversité des graines potagères du monde. Alors, on a 4 univers, c'est ça? Alors, une partie potagère, Tout à fait. il y a une partie aussi, je crois, avec des plantes médicinales. Suivez-moi, c'est ça? on y va. On est parti. Donc les moines, ils avaient aussi des missions de soigner et d'étudier les plantes médicinales. En tout cas, c'est superbe et surtout, on ne se rend jamais compte, mais quel travail, c'est ça. Il faut se rendre compte aussi, c'est cette passion, mais tout ce travail qui a été fait à la fois pour les pierres, mais aussi pour la biodiversité, la faune et la flore. Vraiment un très bel endroit. On continue. Et donc là, c'est vraiment quelque chose qui était très important, même imposé par des grands personnages comme Charlemagne, de cultiver certaines plantes dans les lieux religieux et autres d'ailleurs, D'accord. pour avoir une espèce de pharmacopée à l'échelle du pays.
Et donc ce petit parterre de médicinal, il y a à peu près une centaine de plantes, Une centaine de plantes. ont chacune leur étiquette et des propriétés médicinales reconnues. Donc certaines qu'on connaît facilement, Ouais. on reconnaît du romarin, il va y avoir du thym, Des avoir des sauges, différentes plein de plantes, des petites sauges. choses connues effectivement. puis des et choses peut-être un peu plus méconnues du grand public, mais qu'on peut découvrir ici dans ces magnifiques jardins. C'est ça, nous le métier c'est pas de soigner, c'est d'en parler, de rappeler que la nature est aussi là pour nous aider et nous soigner. Bah, c'est déjà Et un que- premier point. C'est déjà tout à fait. Et donc ça rappelle aussi le travail des moines qui devaient vraiment soigner les Bon, populations. on va continuer, autour je d'eux. vous suis, hein, parce que Et là il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on a une population d'abeilles de terre qui est en train de se reproduire Ah en ce oui, moment. effectivement. Ça grouille au jardin. Des abeilles de terre. Ouais, c'est des abeilles solitaires qui préparent les nids pour l'hiver. Et donc là elles sont en pleine reproduction et nidification. Elles vont disparaître dans quelques jours. Et elles reviendront au printemps. Et là, ça grouille. Et elles sont pas agressives, elles sont très gentilles. Ça fait plaisir en plus de voir des abeilles. Et il y en a C'est vrai qu'en ce vraiment moment, partout. Et là, ça vous prouve qu'il n'y a pas de produit au jardin, c'est que ça Ah, grouille. il n'y a pas de produit, parce que quand Ouais. on voit le nombre d'abeilles de terre qui sont présentes, on voit que là, vous travaillez la terre, mais de façon ô combien durable. Hein. Et ça, c'est un des enjeux aussi, c'est de sensibiliser à la protection de l'environnement. Et il y a 20 000 espèces d'abeilles dans le monde, et 80% sont sauvages. Donc les abeilles à miel sont plus rares, et c'est aussi celles-là, les sauvages, qu'il faut protéger. L'enjeu est plus sur la sauvage que sur la domestique. En tout cas, ce qui est chouette aussi, c'est que vous expliquez aux visiteurs que ces panneaux, je vois rein, épuration, cœur, vaisseau. À chaque fois aussi, il y a son univers pour je vois, rhumatisme, paralysie. Ouais, ça c'est un des gros travaux qui a été fait, c'était de restructurer le médicinal avec les propriétés des plantes pour que les gens comprennent mieux l'organisation d'un jardin médicinal et de pouvoir en parler plus facilement et aussi de créer des jeux, des chasses au trésor, des choses qui font appel aux étiquetages du jardin pour que les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs apprennent un petit peu à les reconnaître. Allez, on va continuer, Baptiste, c'est parti. avec vous pour profiter du travail, superbe travail qui est fait. Donc une des grandes vocations du jardin de monastère était aussi de fleurir les chapelles et les autels religieux, D'accord. d'apporter telle ou telle couleur à telle période de l'année. Et donc les 54 petits carrés ici ont un peu cette vocation-là de rappeler l'usage des moines, de fleurir les chapelles. Ouais, donc c'est ça, 54 petits carrés, avec voilà, un festival de couleurs, Exactement. d'odeurs, des nuances de vert. Là vraiment, voilà, il y a... On essaye de jouer pour avoir toute l'année quelque chose en fleurs. Il y a aussi des plantes conservatoires, comme le petit pétunia, qui est un pétunia sauvage, là, vient de Russie du projet conservatoire. Et on l'a intégré dans nos massifs parce qu'on l'aime bien. Et il est plutôt assez simple de culture. Et l'idée, c'est ça, c'est d'avoir des jeux de hauteur, de couleurs et d'enchaînement de floraison toute l'année. Tout ça sans engrais, sans trop d'arrosage, au mieux tant qu'on peut éviter. Donc là, l'idée, c'était de représenter le grand cloître de la Chartreuse, qui est donc minéral, avec des espèces végétales. Oui, qui se trouve en fait voilà, à quelques dizaines de mètres. Exactement. Et donc là, c'est aussi la représentation de la vocation, on va dire, du repos, de la méditation au jardin. C'est un grand jardin ouvert ici, et là, on peut un petit peu se cacher, se perdre dans ces petits couloirs. Et... On a à peu près le même sentiment, Baptiste, lorsque nous étions bien sûr avec Alexia au pied de ce tilleul. Il y a cette forme d'apaisement, en fait, un retour aux sources, une reconnexion avec la nature. Tout à fait. Peut-être une dernière question, Baptiste, en tout cas encore bravo. Travailler ici au sein de ce lieu chargé d'histoire et de perpétuer ce qui a été fait et de continuer, c'est-à-dire que voilà, on n'est pas dans un patrimoine figé. Oui, tout à fait. Pour vous, qu'est-ce que vous ressentez d'être là chaque jour et de mettre en avant aussi cette histoire, mais aussi de ce qui va se faire par la suite? C'est très, très gratifiant, et ce qui est encore plus enrichissant, je trouve, c'est les personnes, parce que ce lieu, comme vous le disiez, apporte une sérénité. Et en fait, il y a beaucoup de monde en fragilité, un peu déconnecté du monde d'aujourd'hui, qui ici se sentent bien, parce qu'on est au calme, on est protégé des 4 murs de la Chartreuse. Et ça permet de donner encore plus d'aura au site, c'est qui participe à aider des gens, en fait. Donc on fait un jardin, on redonne sens au travail des moines, on cherche aussi des petites solutions pour l'agriculture ou des projets de demain pour l'alimentation, tout en aidant des jeunes et des moins jeunes au jardin. Donc ça fonctionne bien grâce au cadre et au patrimoine de la Chartreuse. Baptiste, merci. On a besoin Avec plaisir. de sens. Et là, il y a du sens. Merci beaucoup. Merci. Bonne continuation. Merci à vous, Baptiste. Merci. Pour ma part, je vais rejoindre Alexia pour bien poursuivre cette visite. Et puis peut-être pour vous demander d'aider aussi à la sauvegarde de ce patrimoine. Allez, je pars rejoindre Alexia. Merci, Baptiste. Avec un grand plaisir, une bonne journée. Bravo, merci. Au revoir. Allez, retrouvons Alexia. Vous voilà, magnifique, toujours dans ce magnifique jardin. Merci à Baptiste pour nous avoir présenté ce magnifique travail qui a du sens, il nous le disait. Voilà, la Chartreuse de Neuville. Peut-être les derniers mots. Déjà, rappelons les journées du patrimoine. Il ne faut pas hésiter, bien sûr, à venir ici à la Chartreuse de Neuville. Le loto du patrimoine, parmi en 2023 les 18 sites emblématiques soutenus. Vous faites partie de ces 18 sites.
Ah oui, c'était une surprise extraordinaire, franchement, parce qu'il nous reste encore, je parlais de l'étape de préservation, arrêter que le bâtiment s'abîme, et en fait, il nous reste encore une étape pour ça, il nous reste encore à peu près 3 millions d'euros à rassembler, et un peu plus de 3 millions, et donc on ne connaît pas encore le montant, quoi, mais ça va y contribuer, notamment pour terminer d'éradiquer la mérule, ça va être destiné en partie à ça, et en partie pour mettre les réseaux d'évacuation des eaux pluviales. Voilà, et peut-être... Sur le mot de la fin, n'hésitez pas à venir contribuer à la Chartreuse, qui que vous soyez. Déjà, ce qui me plaît énormément, c'est que c'est un lieu qui revit grâce à la contribution de chacun. Ici, au sein de l'équipe, nous avons des salariés, nous avons des bénévoles, nous avons des personnes retraitées, nous avons des jeunes très éloignés de l'emploi, nous avons même des personnes en situation de handicap, des jeunes d'un IME, et tout le monde œuvre au quotidien au service de la Chartreuse. Mais on a aussi des dirigeants d'entreprise qui peuvent être mécènes, mais même une TPE, une PME ou un plus gros groupe. On a également des donateurs. Voilà, c'est ouvert à tout le monde. Et quelque part... Les dons, alors on peut les envoyer où? Alors les dons, il suffit d'aller sur notre site internet, donc lachartreusedeneuville.org. Vous avez un petit bouton en haut à droite, soutenir. Et pour ceux qui ont la chance, ou en tout cas je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais d'avoir des moyens plus importants et qui payent donc l'impôt sur la fortune immobilière, il y a aussi la possibilité à ce moment-là de nous contacter directement à l'association et de pouvoir faire un don via un fonds abrité que nous avons. D'accord. Mais vraiment tout est précieux. Voilà, si j'ai compris, toutes les contributions sont bonnes. Ah oui. Allez, si on peut espérer, ou projection, on peut espérer la fin des travaux pour quand ils ont commencé, rappelons-le, en 2016. Oui, alors il y a eu une période d'interruption de 2 ans, mais là, en tout cas pour ce qui est préservé, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore au chauffage, etc., mais au moins le bâtiment ne s'abîme plus, l'idéal ce serait dans 2 ans. Là, on a stoppé, on a éradiqué la mérule définitivement, le bâtiment est sain. Et après, ça dépendra un petit peu de comment on remembre la propriété, qu'est-ce qu'on y fait dedans. On est en train de travailler au sens de demain. Et puis après, une fois qu'on aura bien calé ça et trouvé des partenaires financiers, à ce moment-là, il reste encore 2-3 ans de travaux. C'est vraiment un travail d'équipe. Alors, il y a aussi bien l'équipe opérationnelle, mais il y a aussi tous nos partenaires, mécènes, partenaires publics, donateurs. Et voilà, c'est un grand merci à tous. C'est pas le travail de quelques personnes, c'est une contribution de tout le monde. Comme parlait tout à l'heure Baptiste, c'est une espèce de biodiversité au service de la renaissance de la Chartreuse. Voilà, une aventure humaine pour sauvegarder le patrimoine de notre région. Merci Alexia pour cette visite et soyez nombreux à venir à la Chartreuse-de-Neuville et bien sûr soutenir ce magnifique édifice. Allez, ciao. Au revoir, merci.